Le monde est eurocentré. Voilà une vérité qui s'impose d'elle-même, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit les identitaires nostalgiques du colonialisme, les afrocentristes qui déplorent le colonialisme et la prééminence prédatrice du capital occidental, ou les atlantistes pour lesquels la vieille Europe incarne encore aujourd'hui la mauvaise conscience et en fin de compte l'ennemi à abattre, tout le monde admet, implicitement ou explicitement, que l'Europe est le centre de gravité de l'histoire mondiale. Les tiers-mondistes par exemple, ils se plaignent de l'immense tapage médiatique à propos de la guerre en Ukraine et du peu de considération que ces mêmes médias, dans le même temps, portent à des pays qui connaissent des réalités bien plus brutales depuis bien plus longtemps. Le spectacle du capital mondial, dont le pouvoir politico-médiatique occidental constitue le centre, accorde bien plus d'importance à une guerre ayant lieu sur le territoire européen, plutôt qu'au long et douloureux fléau qui frappe continuellement l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique du Sud, par exemple. Mais par-delà le fait que ce genre de plainte est totalement naïf, et qu'il s'agit, plutôt que de se plaindre vainement, de comprendre d'un point de vue dialectique et historique pourquoi l'Europe monopolise le spectacle du capital, on constate que ce même tiers-mondisme admet inconsciemment que l'Europe constitue le cœur des problématiques historiques, puisqu'elle est reconnue comme telle. Un partenariat se dresse sur le terrain de l'amitié véridique, de l'amitié véritable, en essayant de ne pas répéter les erreurs que l'impérialiste occidental a commis. Nous voulons un monde multipolaire. Nous voulons un monde où l'Afrique, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et les autres résisteront de manière efficace à l'impérialisme occidental. Mais nous combattrons avec toute notre force, toute entité, toute force politique qui pensera que l'Afrique est un terrain où on peut se servir sans respecter les populations. Le XXIe siècle est le siècle d'une nouvelle génération africaine qui veut le droit à l'autodétermination et qui n'acceptera jamais le changement de colon. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment. D'autres signes témoignent encore de la prééminence européenne. La langue anglaise, le costume cravate, la poignée de main, le calendrier grégorien qui s'est imposé à peu près partout sont autant de signes universels du rayonnement culturel et symbolique de l'Europe sur le monde. Mais cette prééminence ne se limite pas aux effets superficiels des rapports sociaux. Elle concerne également toutes les sphères de la vie sociale, et en particulier celui de la production matérielle, c'est-à-dire la base sur laquelle poussent toutes les autres réalités sociales. Aujourd'hui, comme depuis des siècles, l'Europe occidentale possède la plus grande productivité industrielle et agricole du monde. Elle fabrique les meilleurs produits en tout genre, ou presque, et elle présente le niveau de confort matériel le plus élevé. C'est également en Europe qu'a eu lieu la majorité du développement de l'ingéniosité et de la technologie humaine. C'est pareil pour la colonisation. L'Europe a été capable de coloniser le reste du monde, et pas l'inverse. Et certains expliquent l'avance économique de l'Europe actuellement par le passé colonial justement. Mais c'est prendre les choses à l'envers. C'est au contraire le développement économique d'une Europe plus avancée technologiquement qui explique qu'elle a été capable, et même contrainte, en vertu des lois capitalistes qu'elle connaît alors, de coloniser le reste du monde. Alors bien sûr, il existe aujourd'hui une certaine mode, futile et haineuse, qui consiste à souligner toutes les inventions non européennes qui ont pu exister, que cela soit vrai ou faux d'ailleurs. On aime par exemple dire que la Chine a inventé la poudre avant les Européens. Mais qu'ont fait les Chinois de la poudre pendant des siècles? Des feux d'artifice et quelques rudimentaires lance-flammes à très courte portée. Les Européens en ont fait quant à eux de la poudre à canon, et s'en sont servis pour fabriquer les fusils qui révolutionneront l'art de la guerre et leur permettront de conquérir le monde entier. Au XIVe siècle, l'arc devient une arme décisive. Au siècle suivant, le canon est d'abord utilisé pour pulvériser les murailles, puis sur les champs de bataille. L'apparition du fusil et du pistolet révolutionne l'art de la guerre, mais l'épée reste le symbole de la tradition guerrière. Partout, les Européens triomphent grâce à leurs armes à feu. À Crécy, une nouvelle arme a fait son apparition sur le champ de bataille, la bombarde, le premier canon de l'histoire qui projetait des boulets de pierre. Bruyante et imprécise, elle ne faisait qu'effrayer les chevaux. Mais elle annonçait l'hégémonie d'une invention qui allait révolutionner l'art de la guerre,
l'arme à feu. Même chose pour l'Amérique. On aime dire que les Européens n'ont pas découvert l'Amérique les premiers, que les Indiens étaient déjà là avant eux, et que les Chinois y étaient déjà allés. Certains disent même que des Africains y étaient déjà allés avant. Mais à supposer que cela soit vrai, mettre l'accent sur la découverte de l'objet n'a rien de pertinent d'un point de vue historique. Il ne s'agit pas de savoir qui a découvert en premier, mais plutôt de savoir si la découverte a débouché sur un bouleversement conséquent de la réalité et des rapports sociaux. À supposer que des Asiatiques ou autres aient découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Cette découverte reste marginale en comparaison du grand bouleversement mondial qu'a provoqué la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb justement. Avant l'arrivée des Européens, l'Amérique était le continent le plus archaïque et le plus isolé du monde. Mais quand les Européens sont arrivés, il s'est produit la plus grande homogénéisation biologique et sociale de l'histoire mondiale, qu'on appelle l'échange colombien. C'est à cet échange colombien qu'on doit l'apparition du manioc en Afrique, de la banane en Équateur, du café au Brésil, de la pomme de terre ou du tabac en Europe, ou encore de l'ananas à Hawaï. C'est aussi à partir de l'arrivée des Européens en Amérique que ce continent héberge sur son sol la première puissance mondiale et la plus puissante armée jamais créée. Mais cette capacité que possède l'Europe de transformer efficacement tout ce qu'elle touche, il faut la comprendre. Il ne suffit pas simplement de dire dogmatiquement « l'Europe est géniale, elle a tout développé », en laissant croire que la spécificité européenne serait due à des facteurs biologiques comme la race ou la génétique. Aujourd'hui comme hier, il existe une mode stérile et réactionnaire qui consiste à expliquer la supériorité économique et historique de l'Europe par une prétendue supériorité biologique. On explique par exemple la spécificité de l'innovation technique par la présence chez l'homme blanc d'une génétique particulière qui serait issue de l'homme indo-européen ou de l'homme néandertalien ou peu importe. Mais la génétique n'a absolument aucune importance dans la société considérée à l'échelle macroscopique, de façon globale. Pas plus qu'elle n'explique pourquoi ce sont les peuples d'Europe de l'Ouest et non ceux d'Europe de l'Est, ou encore les autres peuples issus des Indo-Européens, qui ont effectué la révolution industrielle. L'explication par le quotient intellectuel est tout aussi stérile. Car à supposer qu'il existe un lien réel entre la génétique et le QI, c'est surtout la réalité sociale dans laquelle chaque individu se développe, réalité sociale qui est en majeure partie déterminée par les rapports de production que les membres d'une société nouent entre eux, de façon immanente, c'est surtout cette réalité-là qui détermine le QI d'un peuple et des individus qu'il compose. Le QI n'est pas la cause, mais le thermomètre du niveau de rationalisme technique qu'a atteint un esprit individuel ou collectif. Ce n'est pas un calcul de l'intelligence, mais l'intelligence du calcul. C'est la capacité pour des personnes d'établir des connexions syllogistiques par l'intermédiaire de formes mathématiques pures, chose universellement inconnue lors des périodes historiques précapitalistes, hormis chez une infime minorité éclairée. Avoir un QI élevé, ce n'est pas être intelligent, c'est montrer à quel point l'on est conditionné par la logique abstraite de la marchandise. Le QI n'explique donc en rien les grandes innovations techniques et développements de toutes sortes. À titre d'exemple, on a longtemps cru que la civilisation aztèque s'était maintenue pendant des siècles sans connaître la roue. Mais des découvertes archéologiques récentes ont montré que les Aztèques avaient déjà fabriqué plusieurs objets munis de roues, notamment des jouets pour enfants. Ce qui veut donc dire une chose, si les Aztèques n'ont pas développé la roue comme instrument de production alors qu'ils l'avaient déjà développée comme jouet, ce n'est pas en raison d'une infériorité raciale ou biologique, mais simplement parce que les conditions dans lesquelles ils se trouvaient ne rendaient pas l'emploi de la roue nécessaire pour le transport de produits économiques. Alors que l'Europe non seulement va employer la roue, mais en développer son usage technique, au point d'inventer la voiture, l'automobile, etc. Le secret de l'Europe occidentale ne réside donc pas dans la biologie de l'homme blanc, mais dans les conditions objectives auxquelles il a dû faire face dans le cadre de la production matérielle. Le secret de l'Europe, le facteur qui explique à lui tout seul le fait que l'Europe ait conquis le monde et qu'elle constitue encore aujourd'hui l'avant-garde de l'histoire de l'humanité, c'est le développement de la propriété foncière, c'est-à-dire de la propriété privée du sol. Karl Marx et Friedrich Engels s'étaient déjà brièvement rendus compte de la chose, dans une lettre devenue aujourd'hui célèbre. Ils disent « L'absence de la propriété foncière est en effet la clé de tout l'Orient. C'est là-dessus que repose l'histoire politique et religieuse. Mais d'où vient que les Orientaux n'arrivent pas à la propriété foncière, même pas sous sa forme féodale? Je crois que cela tient principalement au climat, allié aux conditions du sol, surtout aux grandes étendues désertiques qui vont du Sahara à travers l'Arabie, la Perse, l'Inde et la Tartarie,
jusqu'au haut plateau asiatique. L'irrigation artificielle est ici la condition première de l'agriculture. Dans cette lettre, il faut comprendre la chose suivante. Le développement accru de la propriété foncière est la clé. Le secret de l'histoire de l'Europe se trouve là. Et l'absence de propriété foncière, à l'inverse, est le secret du sous-développement économique des territoires extra-européens. Quand on regarde l'histoire des civilisations asiatiques, africaines ou américaines, on constate que le mode de production prépondérant est celui du despotisme. Un concept qui a été longuement développé par Wittfogel, reprenant plusieurs auteurs, Montesquieu, Hegel, mais surtout Marx, sous le nom de despotisme oriental. Il désigne cette réalité-là. Mais cette réalité-là ne se limite pas simplement à l'Orient, mais plus généralement à toute l'histoire non européenne, puisqu'il sert à désigner l'immobilisme inhérent aux autres civilisations, par opposition au dynamisme inhérent à l'histoire européenne. C'est le développement de la propriété privée du sol qui permet d'expliquer pourquoi le miracle grec, la philosophie, le rationalisme, la bourgeoisie, le protestantisme et la haute technologie sont d'abord apparus en Europe et uniquement en Europe. C'est parce qu'aux époques précapitalistes, le principal moyen de production, c'est la terre. Ce qui signifie qu'un morcellement de la propriété terrienne équivaut également à un morcellement de la principale source de richesse. Un pays qui connaît une distribution relativement équilibrée de la terre et des moyens de production qui vont avec, et même des moyens de production en général, connaît naturellement une répartition équilibrée et durable des pouvoirs économiques, politiques ou idéologiques. Mais le morcellement équilibré et durable des moyens de production agricoles, c'est justement un trait propre à l'Europe, parce que la révolution néolithique ne s'est pas effectuée de la même façon selon les conditions environnementales dans lesquelles elle a émergé. En Europe, et surtout dans la zone qui nous intéresse plus particulièrement, l'Europe occidentale, le climat est tempéré, le climat connaît des pluies régulières, et il permet donc la pratique d'une agriculture classique. Mais en Chine, en Égypte, au Moyen-Orient, en Amérique centrale, en Inde, en Asie du Sud et dans les autres régions du monde qui connaîtront le despotisme, l'agriculture était majoritairement basée sur l'irrigation artificielle des sols. L'État y encadrait la main-d'œuvre d'une façon stricte, hiérarchique et militaire, de façon à mettre en place des gigantesques travaux publics à l'échelle nationale, et notamment des travaux d'irrigation. Dans ces conditions s'impose la mise en place d'un État bureaucratique, pyramidal et contrôlant les cours d'eau, c'est-à-dire la principale matière première de toute économie agraire. La matière première fondamentale, la matière première nécessaire à la fertilisation du principal moyen de production, à savoir la terre, est donc contrôlée par l'État. Ce qui veut dire que même une éventuelle propriété privée du sol ne garantit pas une autonomie économique et politique, puisque ce qui permet de faire vivre la terre est rigoureusement contrôlé. La raison pour laquelle l'Europe a été la seule capable de développer cette propriété foncière, c'est donc les conditions naturelles dans lesquelles s'est déroulé le développement agricole, en fonction des paramètres climatiques, topographiques ou matériels tout court, que la nature fournit à chaque espace et auxquels faisait face chaque population. En Égypte par exemple, il y a un vaste désert traversé par un énorme fleuve. Ce qui veut dire que la production agricole, à terme, ne pouvait être pratiquée que par la canalisation de ce fleuve et par l'établissement de gigantesques travaux publics destinés à canaliser le Nil, irriguer le sol, contrôler les crues. Et en Chine aussi. Même si on a affaire à un climat tempéré, comme en Europe, il s'y trouve une agriculture basée sur les rizières, qui requiert également des travaux hydrauliques coopératifs à l'échelle nationale. Et ces travaux hydrauliques ont été un des facteurs les plus déterminants de l'histoire chinoise. Sans le riz comme paramètre environnemental naturel, l'histoire de la Chine aurait probablement été radicalement plus dynamique et peut-être semblable à celle de l'Europe. Pour résumer, en Europe, l'agriculture est pluviale. Hors d'Europe, l'agriculture est fluviale. C'est la principale différence qui réside entre la civilisation européenne et les civilisations du reste du monde. D'un côté, les forces productives se répartissent de façon relativement homogène sur un territoire assez étendu. De l'autre, en raison des conditions environnementales, les forces productives gravitent autour d'un point central qui confère à celui qui contrôle ce centre une autorité absolue. Et cette autorité est d'autant plus absolue qu'en contrôlant le système d'irrigation de la société, elle y contrôle la matière première fondamentale. Le pouvoir distribue ainsi, en fonction de son jugement, la quantité d'eau qui revient à chaque paysannerie locale. Donc, si les conditions naturelles de production imposent une concentration des forces productives,
le pouvoir sera également concentré. Mais il faut aussi bien comprendre l'importance sociale de ces travaux hydrauliques. Ils impliquent un grand encadrement de la main-d'œuvre, un encadrement coercitif et même militaire. Ce sont des travaux qui impliquent l'établissement d'un système hiérarchique très strict. Et sur cette base-là, s'établit un système pyramidal où tout en bas se trouve une masse de gens corvéables, étroitement surveillés, parfois même terrorisés, et tout en haut, une élite bureaucratique à la tête de laquelle se trouve un despote absolu. L'empereur, le pharaon, le tyran, l'inca, etc. La réalité de ce despotisme économique entraîne d'énormes conséquences sur les plans politiques, militaires, religieux ou psychologiques des personnes qui y vivent. Sur le plan politique, on voit bien que les sociétés européennes, et notamment la société féodale d'Ancien Régime de l'Occident, est un monde multipolaire. Les conditions naturelles de cette zone ont permis le développement d'une propriété foncière durable et donc d'une répartition équilibrée des forces productives entre les différents pouvoirs. Il s'y est donc créé une division durable du pouvoir, par opposition aux autres civilisations de la même époque, qui ne connaissent que le monopole absolu d'un pouvoir despotique. Durant l'Antiquité, deux civilisations se sont particulièrement distinguées, à tel point qu'on peut les désigner comme des centres d'accélération du cours de l'histoire mondiale. La civilisation grecque et la civilisation romaine. D'emblée, dans ces civilisations particulières, on y constate une différence majeure dans la formation des États par rapport aux civilisations despotiques qui les ont précédées. Les États grecs et romains se fondent sur le synocisme, c'est-à-dire sur une structure horizontale, fédérale et égalitaire des diverses propriétés foncières. Cette égalité politique des différents centres de pouvoir traversera les siècles, et même les millénaires en Europe, jusqu'à la fin du Moyen Âge, où des seigneurs font face à d'autres seigneurs, alors qu'en despotisme, personne ne fait réellement face au pouvoir central. Il n'y a pas d'opposition politique durable. Par conséquent, le monde européen est un espace qui permet une liberté beaucoup plus grande. Une personne qui est propriétaire d'une terre est plus à même de faire valoir son avis, ses volontés ou ses projets qu'une personne qui ne l'est pas. Hegel a constaté le premier que l'histoire mondiale présentait une tendance progressive vers la liberté. Dans les vieilles civilisations orientales, une seule personne est libre, le souverain. Dans le monde gréco-romain, quelques-uns sont libres, tandis que le reste de la population est réduite en esclavage. Et dans la société de l'Occident médiéval, c'est la totalité des chrétiens qui tendent à être libres. Dès la fin du Moyen Âge, toutes les personnes résidant sur le territoire européen tendent à être libres jusqu'à l'avènement historique des droits de l'homme qui considéreront non seulement le chrétien, mais l'homme lui-même comme étant un être libre en soi. L'Europe a donc connu, à travers les âges, un long progrès vers la liberté universelle. Mais le fait que ce long progrès vers la liberté universelle se soit déroulé en Europe n'est pas le simple fruit du hasard. Il résulte encore et toujours des conditions matérielles qui s'y trouvent. Les Européens ont été libres parce qu'ils ont pu être libres. Si la liberté d'expression est si imprégnée dans les esprits européens, c'est parce que pendant des siècles, en Occident, si un scientifique, un philosophe ou un entrepreneur quelconque était censuré ou oppressé par l'autorité de son pays, il pouvait partir pour offrir ses services dans un pays concurrent. Le fait que la terre soit morcelée et le pouvoir économico-politique divisé contraint les ordres seigneurial et clérical à une relative tolérance, car autrement, la base sociale sur laquelle chaque seigneur s'appuie est plus encline à la révolte et est donc plus susceptible d'enrayer la pérennité du pouvoir en place, et éventuellement d'aider l'ennemi en cas de conflit. Mais cette science novatrice n'était pas seulement tolérée, elle était également encouragée et stimulée par ce pouvoir, dans le cadre de la concurrence généralisée et des guerres qui frappaient constamment l'Europe. L'histoire de l'Europe, comme toutes les autres d'ailleurs, nous montre que les guerres sont des catalyseurs de l'innovation technologique. Ce qu'il faut donc également comprendre pour saisir la spécificité de l'Europe, c'est qu'elle est le continent de la mobilité et du devenir historique par excellence. Et à l'inverse, le monde extra-européen est plutôt immobile et cyclique. Même si les religions juives et musulmanes contiennent quelques éléments qui laissent entrevoir une conception linéaire du temps, et que les Grecs, eux, avaient aussi, comme les Orientaux, une vision palingénésique du monde, la conception linéaire du temps et de l'histoire ne s'est vraiment accomplie qu'en Europe. Et c'est surtout avec l'apparition de la bourgeoisie que cette conception sera pleine et entière. Car la bourgeoisie a été, dans l'histoire précapitaliste, la classe révolutionnaire par excellence, celle qui a accéléré le cours de l'histoire et son universalisation. Engels comparait, à raison, l'histoire des grandes révolutions européennes au renversement politique des États orientaux,
en rappelant qu'en Orient, même s'ils réussissent à renverser le pouvoir en place pour en substituer un nouveau, ils laissent intactes les conditions économiques. Rien n'est changé. Les rapports de production ne bougent pas du tout ou alors très faiblement. Par contre, dans les insurrections populaires de l'Occident, les grands renversements contre le pouvoir expriment une attaque contre un ordre économique devenu caduc. Et cet ancien ordre finit toujours par être renversé d'une manière ou d'une autre, pour qu'un autre, supérieur, le remplace. L'histoire bouge, l'histoire progresse et ne revient pas en arrière. Pour bien se représenter l'immobilisme propre aux sociétés extra-européennes, on peut observer leur spécificité sociale par rapport à l'histoire européenne. Tout d'abord, les populations qui vivent sous le despotisme vivent sous un terrorisme étatique total. Un terrorisme judiciaire, fiscal ou politique. Il y a 5 siècles de cela, s'étendait ici l'empire le plus prospère des Amériques. Ce n'est pas à son territoire, à ses richesses ou à ses armées qu'il devait sa puissance, mais à la peur. Contrairement à certains empires qui se développent parce qu'ils inspirent la crainte à leurs ennemis, celui-ci connut la prospérité parce que ses dirigeants étaient eux-mêmes gouvernés par la peur. Ce peuple descend des Aztèques, qui dominèrent l'Amérique centrale aux alentours du XVe siècle. Les Aztèques vénéraient le soleil, et ils vivaient dans la crainte qu'un jour l'astre ne se lève plus, causant la perte des récoltes et plongeant la terre dans une obscurité fatale. Pour que leur source de vie puisse réapparaître chaque jour, ils s'adonnaient à des sacrifices humains massifs. Au faîte de sa splendeur, l'Empire aztèque voit débarquer une espèce de combattant, nouvelle et inconnue, venue d'un autre monde, l'Europe. Leur chef, Hernando Cortés, est assoiffé d'or et de gloire. Armés de fusils, les Espagnols engagent alors une guerre sanglante et inéquitable contre des hommes qui ne disposent que d'armes primitives et n'ont jamais vu un cheval ou un fusil. Mais à l'issue du combat, le fusil, le cheval et l'armure l'emportent sur le couteau et la massue. En 1521, les fusils de Cortés ne laissent derrière eux que ruines et désolation dans la capitale aztèque. Les Espagnols n'ont pas seulement introduit l'arme à feu au Mexique. Ils apportent également de l'ancien monde un tribut impalpable et fatal, la maladie. Le sort des Aztèques préfigure celui des indigènes d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. À coups de fusil, l'Europe allait bientôt devenir le maître du monde. En Égypte pharaonique, sous les Perses sassanides, sous les Omeyyades, sous les Abbassides, il arrive souvent qu'on fouette ou qu'on torture les gens uniquement pour s'assurer qu'ils payent bien l'impôt. On a même vu en civilisation indienne des codes très précis qui énumèrent les divers moyens de torture à exécuter pour que les gens payent leurs impôts. Ce genre de pratique va de pair avec les valeurs cardinales du monde oriental, qui sont, généralement, la soumission ou simplement l'obéissance totale pour l'ordre établi, notamment familial. Remarquez concernant le monde arabe que islam signifie soumission et que, concernant le monde chinois, Confucius n'est pas un philosophe, mais un moralisateur qui érige en principe de vie la soumission filiale ou l'obéissance absolue à l'autorité. Pour faire contraste, il faut se rappeler qu'en Europe, les valeurs cardinales ne sont pas du tout la soumission ou l'obéissance, mais le courage et la force. À Rome, on appelle l'homme vir, qui va donner virtus, la vertu. Mais virtus, ça signifie aussi le courage. On a donc un mot qui, par sa polysémie et son évolution sémantique, montre que pour les Romains, courage, vertu et virilité sont étroitement liés. Le courage est la valeur par excellence. On retrouve ça chez les Grecs également. Un grec, pour désigner l'homme masculin, dit aner, andros, qu'on retrouve dans andreios, courageux.
et qu'on retrouve également dans anthropon, l'être humain. On a donc trois mots qui, par leur proximité phonétique et sémantique, signalent que pour un grec, courageux, masculin et être humain sont proches, voire identiques. Le courage est donc la vertu fondamentale de la culture antique européenne, alors qu'ailleurs, c'est la soumission qui règne. Autre chose, dans les sociétés despotiques, on ne rencontre aucune opposition politique. La population est désarmée, littéralement désarmée, et les gens rampent et se prosternent devant leur souverain. Là où en Europe, le vassal mettait simplement un genou à terre ou la main sur le pommeau de l'épée pour témoigner un respect, qui était certes solennel, voire sacralisé, mais dans le cadre duquel le vassal était armé de son épée. Le rapport de domination y est donc moins prononcé. Pour résumer, on peut donc dire qu'en despotisme, le pouvoir hiérarchique est si puissant qu'il empêche la possibilité même du devenir historique. Il empêche l'affranchissement d'un groupe social du pouvoir central. Pour résumer, on peut dire qu'en despotisme, le pouvoir hiérarchique est si puissant qu'il empêche la possibilité même du devenir historique par l'émancipation d'un groupe social. En despotisme, tout est fait pour éviter que se constitue un groupe social autonome et affranchi du pouvoir central, comme la bourgeoisie. L'État dresse un nombre infini d'obstacles sur la route de ceux qui rechercheraient éventuellement à accumuler des richesses pour acquérir un pouvoir économique de grande importance. La fiscalité est la plus envahissante et contraignante possible. On peut aller jusqu'à taxer la moitié du produit agricole. Les lois sur la succession forcent l'émiettement d'un éventuel héritage familial afin d'éviter que les pouvoirs économiques ne se concentrent et qu'une entité politique de grande importance ne mette en danger le pouvoir central. L'État procède parfois à des taxes ou à des confiscations arbitraires, ce qui rend impossible la création de corporations indépendantes de l'État, comme il y en a eu en Occident médiéval. En Europe, une opposition politique apparaît plus facilement, car le pouvoir central est contraint de concéder aux seigneurs locaux une certaine autonomie et une assez grande liberté. Un des témoins historiques de cette liberté, c'est la Magna Carta, signée en 1215 par Jean Santerre, qui accorde de larges libertés aux seigneurs locaux, aux églises et aux villes du royaume d'Angleterre. Ce texte est tellement emblématique qu'il est parfois considéré comme une préfiguration de la Déclaration des droits de l'homme, en 1215. Ce genre de concession, faite par les pouvoirs européens, n'est pas accidentelle. Elle ne résulte pas de choix arbitraires. C'est le propre de l'histoire occidentale, qui ne peut pas connaître un destin similaire à celui de la Chine ou de l'Empire ottoman, parce qu'il ne s'y trouve pas de structure économique centralisatrice. Même lorsqu'il y aura en Occident des tentatives de centralisation, comme sous les Carolingiens par exemple, Pépin le Bref et Charlemagne ne pourront pas s'opposer au grand courant historique qui veut que l'Europe se décentralise et morcelle cet empire en petites propriétés. De manière générale, le despotisme est plus intolérant que tout autre État. En Europe, même s'il peut arriver que le pouvoir condamne quelqu'un d'innocent, cet innocent a généralement droit à un procès. Socrate s'est fait condamner à mort par la démocratie grecque. Socrate a donc eu le droit de se défendre devant le peuple, et à l'issue du procès, où le temps de parole était mesuré par une clepsydre, des centaines de personnes ont dû voter pour savoir s'il était coupable ou non. Ça n'a donc rien à voir avec ce qui se passera des siècles plus tard, dans la civilisation islamique, où l'on tentera timidement d'introduire le logos grec dans la foi musulmane, mais seulement de façon très limitée, par la crainte de l'oppression. Les rares personnes ayant tenté de le faire ont connu, pour la plupart, des persécutions ou un danger permanent. Cette intolérance et cette fermeture d'esprit vis-à-vis de la pensée rationnelle est assez prononcée en terre d'islam et est encore vive à notre époque. Sous le régime du Shah d'Iran, une enseignante avait été condamnée à la prison à vie parce qu'elle avait un exemplaire de la science de la logique de Hegel. Ça veut tout dire. Et quelque chose qui peut paraître anodin en Europe, comme l'argumentation syllogistique, n'existe pas en religion musulmane. On y pense toujours sur la base de l'autorité coranique pour fonder ses arguments et sa pensée. De manière générale, dans le monde musulman, comme dans tout despotisme, et même à son époque la plus novatrice, la plus éclairée, l'époque abbasside, il y règne la peur du châtiment infligé par un pouvoir absolu qui punit de façon arbitraire. Dans les 1001 nuits, un cadavre passe de porte en porte parce que chacun a peur d'être considéré comme responsable de la mort de la victime et subir les foudres de l'État. Beaucoup d'autres exemples pourraient illustrer l'absence de liberté qui demeure dans les territoires extra-européens. Mais il y en a un qui est particulièrement parlant, c'est la philosophie. En fait,
Il n'y a pas de philosophie africaine, ni chinoise, ni indienne, ni musulmane ou autre. La philosophie est uniquement et exclusivement européenne. Ce mode de pensée, qui consiste à employer de façon systématique des catégories abstraites, des concepts pour parler de ce qu'il y a de plus abstrait et de plus universel, avec une telle précision, ce mode de pensée-là est né en Grèce classique, à Athènes, et s'est poursuivi en Europe occidentale, et nulle part ailleurs. Mais encore plus que l'abstraction et la précision systématique, le fait que la philosophie développe tous les sujets de la vie sociale, y compris la politique, et qu'elle ne se prive pas de critiquer radicalement les formes de gouvernement de son temps, prouve le caractère spécifique de ce mode de pensée. Les conditions économiques, politiques et sociales des autres peuples n'ont pas permis l'émergence de la philosophie avant que les Européens ne l'y introduisent, soit parce qu'ils n'avaient pas atteint un degré de développement civilisationnel suffisamment élevé, soit parce que malgré le niveau élevé de civilisation qu'ils avaient atteint, la centralisation des pouvoirs leur empêchait un trop haut niveau de liberté matérielle et spirituelle. Qu'est-ce que la philosophie ? C'est le plus sublime des bavardages de l'histoire de l'humanité, la quintessence de la consommation béate et de la vanité des mots. Mais c'est aussi un thermomètre qui signale le degré de liberté et d'individualisme présent au sein d'un peuple. Plus un peuple est libre et composé de sujets individualistes, plus sa philosophie est développée, car plus il peut bavarder et refaire le monde en toute impunité. Si l'on prend par exemple le cas du monde arabo-musulman, on constate qu'il n'y est absolument pas possible d'y faire de la philosophie de façon sereine. D'ailleurs, toute l'œuvre d'Averroès, lequel est souvent présenté comme le penseur le plus éclairé de l'histoire musulmane traditionnelle, consiste à concilier timidement l'œuvre d'Aristote avec la foi musulmane. Averroès est saisi d'une question, ce qu'on appelle une fatwa, c'est un problème juridique auquel il doit répondre, et qui est la question de savoir jusqu'où un croyant, en l'occurrence un musulman, doit faire usage de la raison. Et la réponse d'Averroès, c'est qu'il dit il y a trois possibilités. La raison est interdite, la raison est autorisée, l'usage de la raison est un devoir. Et il répond par la troisième réponse. Non seulement la raison n'est pas interdite, non seulement elle n'est pas seulement autorisée, mais l'usage de la raison est un devoir, car il n'y a pas contradiction entre les vérités révélées et les vérités de raison. Ce message d'Averroès, grand musulman s'il en fut, c'est le message de saint Thomas. C'est au fond ce que saint Thomas va reprendre d'Averroès et d'Aristote et qui va passer aujourd'hui quasiment mot pour mot jusqu'à l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio. Cette tradition-là, cette tradition chrétienne qui dit il y a les vérités révélées, les vérités de foi, mais il y a aussi les vérités de raison, et faites usage de la raison, il faut quand même rappeler que c'est un message qui nous vient d'Averroès, qui nous vient de cette tradition merveilleuse des musulmans d'Andalousie. Et donc je trouve que de ce point de vue-là, non, le texte de Benoît XVI n'est pas un bon texte. Voilà, des déclarations de Luc Ferry qui suscitent des réactions ici même en plateau. Monsieur Brague, vous vous élevez contre ce qui a été dit là ? Écoutez, je suis un petit peu en porte-à-faux. Parce que bon, dans le civil, ce que j'enseigne à la Sorbonne et en partie à l'université de Munich, c'est l'histoire de la philosophie arabe. Donc je ne peux pas me permettre de dire sur Averroès des contre-vérités. Je me permettrai d'en relever deux dans ce qu'a dit M. Ferry. Alors, bien d'une part, il se réfère à un unique texte d'Averroès qui représente à peu près la 200e partie de son œuvre totale. Il a l'avantage d'être disponible en français, c'est le célèbre traité décisif dont on a presque même fait un film. Alors, ce qu'il cite, c'est la distinction de 3 niveaux d'hommes, à savoir le vulgaire, tout en dessous, les philosophes, bien entendu, tout au-dessus, et puis entre les deux, des gens que l'on pourrait appeler, pour faire vraiment très simple, mais je ne serais pas d'accord avec ce terme, des théologiens. Alors, la raison, explique-t-il, est obligatoire pour les seuls philosophes. Pour les autres, elle est interdite. Bon. Deuxièmement, non seulement ce texte ne va pas dans le même sens que saint Thomas, mais il va très exactement dans le sens contraire. Et pour la raison suivante. Il s'agit, le mot arabe a été cité par M. Ferry, donc fatwa, je n'ai pas à le reprendre ici. Il s'agit d'une consultation juridique. La philosophie
est appelé devant le tribunal de la loi musulmane. La loi musulmane se décide à son sujet et ça se termine bien, qu'on se rassure. Averroès était intéressé, il était philosophe lui-même, en même temps que cadi, un grand cadi de Cordoue, quelque chose comme pas président de la Cour de cassation, enfin un immense juriste de l'islam de l'époque. Et ça se termine bien pour la philosophie. Qu'est-ce que fait saint Thomas d'Aquin au début de la Somme théologique? Très exactement le contraire. Il convoque la théologie devant le tribunal de la philosophie. Et il commence par se demander, est-ce qu'il faut ou non une autre science que la philosophie? Ou est-ce que la philosophie ne pourrait pas suffire? Bon, la réponse est non, qu'on se rassure, sans quoi on ne lirait pas l'immense, le monumental ouvrage de la Somme théologique. Mais ce sont deux raisonnements qui sont qui sont diamétralement opposés. Les mettre dans le même panier, c'est simplement avouer son incompétence. Et oser dire que la problématique de la raison et de la foi serait venue d'Averroès à Thomas d'Aquin ou Oreste, c'est une insolence. Enfin, comme si saint Anselme, bien avant l'entrée du savoir arabe et traduit en arabe en Occident, n'avait posé la question d'une manière très lucide. Comme si saint Anselme n'était lui-même pas l'héritier de saint Augustin, qui a posé la question. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de vouloir nous faire croire, sans doute pour se dédouaner de je ne sais quel racisme intellectuel ou pas intellectuel, que les Arabes nous auraient tout apporté, que l'Europe n'aurait rien inventé. Écoutez, pendant des siècles, on a dit justement les Arabes n'ont rien inventé, ce qui est faux. Ce qui est monstrueusement faux. Maintenant, on voudrait nous faire avaler le mensonge contraire. Mais écoutez, soyons un petit peu sérieux. Les textes, lisons tout Averroès par exemple, et pas seulement cet écrit de circonstances qui se termine, je le rappelle pour nos auditeurs, par un appel au bras séculier disant aux souverains de l'époque, mettez les philosophes au pouvoir et foutez à la porte les théologiens, c'est-à-dire mettez-moi Averroès au pouvoir et débarrassez-moi de mes adversaires. Écoutez, si c'est un plaidoyer pour la tolérance, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un texte de polémique. On arrive à comprendre en filigrane ce que vous voulez dire, ce que vous sous-entendez concernant Luc Ferry. Mais Aristote et tous les philosophes grecs qui l'ont précédé et succédé n'ont pas cherché à concilier leur philosophie avec la piété religieuse de leur époque. Bien au contraire, les philosophes sont généralement très subversifs. Socrate, Platon, Aristote, les cyniques, même les stoïciens d'une certaine manière, ils adoptent un comportement et un discours vis-à-vis des traditions de leur temps qui serait impensable pour un musulman dans sa société. Imaginons un instant un penseur musulman parler du Coran et de Mahomet comme Platon parlait d'Hésiode par exemple. Les Grecs, contrairement aux monothéistes, n'étaient pas dogmatiques. Ils préféraient se fier aux conclusions tirées de l'examen rationnel de la réalité plutôt qu'à leur mythe, ou en tout cas plus que n'importe qui d'autre. Les conditions sociales du monde islamique, comme celles de tout espace à temporalité immobile, sont trop oppressives, trop étatistes pour qu'il puisse y naître de la philosophie. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Les musulmans sont totalement soumis à leurs dogmes, parce qu'ils sont totalement soumis à leur Oumma, et parce que cette Oumma s'est développée dans des conditions matérielles, c'est-à-dire naturelles et sociales, qui ont fait obstacle à leur esprit critique. Ça ne s'explique pas par des facteurs biologiques, mais par des facteurs naturels, historiques et sociaux. Il y a une continuité entre les temps antérieurs et les habitudes présentes. La tradition des morts détermine les habitudes des vivants. Au passage, il faut revenir sur une théorie bancale qui continue d'être prisée dans les milieux réactionnaires. Si la philosophie n'a pas pu exister, ce n'est pas en raison de la déficience de la langue arabe. Le langage exprime la pensée, et donc on inverse tout lorsqu'on cherche à expliquer, comme le font certains, un mode de pensée à partir d'un mode de langage. Certains disent « Pourquoi les musulmans ne philosophent pas ? Parce qu'ils ne parlent pas philosophiquement. » Autant dire que les Arabes ont chaud parce qu'ils transpirent. Et il en va de même pour le génie grec, que certains croient pertinent d'expliquer par le génie de la langue grecque. Mais c'est au contraire l'excellence de la pensée grecque qui explique son expression langagière si spécifique. Et cette excellence de la pensée grecque n'a pas surgi ex nihilo,
de façon miraculeuse, comme on pourrait le croire, le miracle grec, etc. Elle provient d'une part des conditions naturelles de l'espace grec, et d'autre part du développement social particulier qui a poussé sur cette base. Seule une société multipolaire permet donc l'existence de la philosophie. Mais pas seulement. Elle permet aussi le développement d'autres pratiques sociales. L'Europe, c'est aussi la terre de la citoyenneté, du débat public, de la polémique et de la démocratie. C'est la terre de l'initiative privée et de l'esprit d'entreprise. En un mot, l'Europe est la terre natale de la liberté. Non pas une liberté au sens total de pleine émancipation humaine, mais au sens de l'autonomisation de l'individu sujet. Il ne s'agit pas d'en faire l'éloge. Cette liberté est uniquement un acquis révolutionnaire au sens bourgeois, et non au sens d'un affranchissement définitif de l'oppression politique et de l'exploitation économique. Mais toutefois, c'est justement parce que l'Europe a été capable d'acquérir cette liberté juridique bourgeoise, la première, qu'elle est plus à même d'amorcer une révolution mondiale prolétarienne, la première. Nous disions donc que le caractère multipolaire d'une société permet un développement accru et accélère ce développement. Puisqu'il existe de multiples pouvoirs les uns à côté des autres, ces pouvoirs s'opposent également les uns aux autres. Chaque seigneur se présente comme un adversaire potentiel ou réel de son voisin, et a donc tout intérêt à toujours plus développer les forces productives de son territoire, pour faire face à l'adversité militaire ou économique. Cette réalité entraîne une accélération du progrès économique et social de la civilisation. Dans cette perspective, l'histoire de la guerre et l'histoire de la technologie sont étroitement liées, et les guerres européennes de l'Ancien Régime ont été le catalyseur décisif du développement technologique mondial. Par exemple, à l'origine, les télescopes ont été inventés non pas pour observer les étoiles, mais pour voir les ennemis venir loin lors d'une guerre. Même chose pour les cartes et les horloges. Les impératifs militaires ont imposé une grande précision dans la perception des espaces et dans l'emploi du temps, et c'est pour cette raison que les cartes et les montres se sont considérablement développées. Le développement technologique va de pair avec le progrès scientifique. Les impératifs militaires, combinés à l'essor de la bourgeoisie et de la logique abstraite de la valeur, ont réduit les sciences à des auxiliaires du capital. Les sciences européennes ont alors perdu leur caractère désintéressé à la faveur d'un strict rationalisme pragmatique. Les mathématiques et la physique se sont développées en grande partie pour répondre aux nécessités d'avoir une science de la balistique convenable, afin d'utiliser les canons de façon optimale. Après avoir pénétré à l'intérieur d'une phalange, la formation quadrangulaire grecque, les assaillants disposaient de nombreuses armes en acier pour massacrer l'adversaire. Mais avant cela, il leur fallait affronter les lances ennemies. Ils n'avaient encore aucun moyen d'attaquer à distance. L'invention de l'arquebuse, peu maniable, permet néanmoins de combler ce manque. Ce nouveau fusil devient l'arme privilégiée de l'infanterie. Il ne lui manque que la rapidité et la sécurité. Deux mécanismes apportent une solution au problème: la mèche et le rouet. Plus simple d'utilisation, mais aussi plus coûteux, le nouveau système à rouet est constitué d'un frottoir en forme de roulette qui, en agissant sur un petit silex, provoque une gerbe d'étincelles. Plus fiable que le système à rouet, la première carabine est particulièrement adaptée à la cavalerie. Encore plus simplifié, le fusil à silex produit l'indispensable étincelle à l'aide d'une pierre et d'un chien en acier. Ainsi, la simplicité prend le dessus. Et au cours des 2 siècles suivants, ce mécanisme est utilisé pour les pistolets et les revolvers. L'ancien fusil est devenu obsolète. Tout comme l'arc, il pouvait percer les armures, mais il n'avait ni la précision, ni la cadence de tir, ni la portée des nouvelles armes à feu. Mais le fusil possède un grand avantage sur l'arc anglais. Le tir à l'arc nécessitait habileté et force. Il fallait plusieurs années d'entraînement quotidien pour apprendre à s'en servir. En revanche, il ne faut que quelques semaines pour former un fusilier. La chimie et la biologie ont également connu un grand progrès pour des raisons médicales. Ce genre de progrès scientifique a continuellement traversé l'histoire des États de l'Ancien Régime en Occident, et notamment par la création
est la multiplication des universités. En France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. L'université est un milieu majeur de conservation, de transmission et de développement de la pensée européenne. Pour faire face à l'émergence d'armes plus meurtrières, les hôpitaux militaires sont réorganisés. Joseph II d'Autriche fonde le Josephinum, un hôpital spécialisé dans la recherche chirurgicale. Le monarque est le premier à comprendre que soigner les blessés avant qu'ils ne retournent sur le front nécessite certaines qualifications. C'est dans cette académie, le Josephinum, qu'ont été formés les premiers chirurgiens militaires. Jusqu'à présent, c'étaient les bouchers et les barbiers qui soignaient les blessés de guerre. Le matériel standardisé et les manuels du Josephinum deviennent des références dans le monde entier. L'arme à feu a stimulé le progrès médical, technologique et militaire. La capacité de l'être humain à donner la mort a augmenté au-delà de l'imaginable. C'est dans ce milieu scientifique et militaire en plein essor qu'émergeront ensuite les révolutions capitalistes et industrielles futures, que seul le vieux continent connaîtra. Les révolutions scientifiques et technologiques de l'Europe, induites par des impératifs économiques et militaires, sont évidemment révélatrices de cette temporalité spécifique. Mais le plus grand révélateur reste encore l'art militaire lui-même. Du début de l'âge du fer jusqu'en 1905, aucune armée de civilisation européenne n'a perdu une guerre contre une armée de civilisation extra-européenne. De nombreuses et célèbres batailles illustrent cette supériorité européenne sur le plan militaire. Mais on va en prendre trois. La bataille de Salamine, celle de Lépante et celle de Rorschach. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, à la bataille de Salamine, qui est une des dernières batailles des guerres médiques qui opposent les Grecs aux Perses, les Grecs sont en grande infériorité numérique. Des sources disent qu'ils sont 3 fois moins, d'autres disent qu'ils sont 5 fois moins, peu importe. Les troupes grecques sont inférieures en nombre par rapport aux troupes perses. Ils sont en infériorité numérique au front, comme à l'arrière. On pourrait donc croire, au premier abord, que les Grecs allaient perdre. Mais les Grecs ont quand même gagné. Comment expliquer ça de façon rationnelle ? Ce n'est pas dû à une erreur stratégique perse, ni, encore une fois, à une prétendue supériorité raciale grecque. Si les Grecs ont gagné la bataille de Salamine, c'est premièrement grâce à leur trière, et deuxièmement par la façon dont ils ont su développer l'art de la guerre navale. C'est-à-dire, en l'occurrence, par la manière dont ils ont su transposer leur tactique terrestre dans un contexte naval et optimiser la maniabilité des engins de guerre dans un espace restreint, notamment en ce qui concerne la tactique de l'éperonnage. Le blocus est mis en place la nuit même, avec 200 bateaux au nord-ouest de la passe de Mégare et au sud-est de part et d'autre de l'île de Psyttalie. Il compte ainsi encercler les îles, puis attaquer la flotte grecque par le flanc afin de l'anéantir. Les deux flottes ennemies engagent le combat. Au premier assaut, la gigantesque armada perse semble inébranlable. Mais très vite, incapables de manœuvrer dans cet espace réduit, les énormes vaisseaux perses commencent à se heurter les uns les autres et à s'éperonner avec leurs rostres en bronze. Des rangs entiers de rames volent en éclats. La bataille de Salamine s'achève dans un bain de sang et plonge les Perses dans les affres de la défaite. Ensuite, au XVIe siècle, au moment de la bataille de Lépante, les Turcs étaient en supériorité numérique par rapport aux Vénitiens.
On parle d'un gigantesque empire, l'Empire ottoman, face à une petite cité, Venise. Mais les Vénitiens se sont montrés militairement supérieurs par leurs galéas, et surtout par la standardisation du matériel naval, produit par un bouleversement dans l'organisation du travail. La bataille de Lépante a matérialisé le développement économique de l'Europe proto-industrielle, et le développement de la division et de la rationalisation du travail. La bataille de Lépante a matérialisé le développement économique de l'Europe proto-industrielle, et aussi le développement de la division et de la rationalisation du travail. Comment une seule ville a pu produire, équiper et armer 60% d'une flotte égalant celle d'un immense empire? Ah ça c'est grâce à l'Arsenal de Venise, et à une série d'innovations dans le domaine de la production, de l'organisation du travail et de l'entreposage des pièces. Ah mais c'est ça la leçon! Mais encore? L'Arsenal de Venise, c'est un énorme complexe de construction navale. Fondé en 1104, il n'a de cesse de s'agrandir jusqu'à occuper près de 15% de la ville. En interdisant la production de bateaux autre part qu'à l'Arsenal, Venise y concentre ainsi toutes les compétences et productions nécessaires à la création d'une flotte. Voiles, cordes, armes, rames, ils sont ainsi manufacturés et stockés. Des fonderies à canons seront d'ailleurs rajoutées. En 1570, c'est près de 16 000 travailleurs et 2000 ouvriers spécialisés, dont les maîtres charpentiers, qui y font leur office. Les innovations maritimes y sont nombreuses et jalousement gardées, mais une théorie en vogue à l'époque vient y prendre tout son sens. Datant de l'Antiquité, c'est la théorie du mouvement continu, qui cherche à immobiliser le travailleur et à faire venir le travail à lui. Un ersatz de travail à la chaîne, quoi. Tout l'arsenal est organisé en canaux successifs, chacun représentant une étape de la conception du bateau jusqu'à sa sortie voilée, armée et cordée. Ainsi, chaque étape est clairement définie et est à proximité des entrepôts ayant le matériel nécessaire à cette étape. De même, les galères et leurs coques sont rationalisées, faisant de ces dernières des ensembles stockables en pièces détachées interchangeables et rendant les réparations avec pièces de rechange bien plus faciles et rapides. Les coques sont numérotées et voiles et cordages sont associés à ces numéros. Et bien entendu, les matières premières sont acheminées rationnellement par des canaux dédiés et venant de lieux connus et maîtrisés. Résultat, au XVIe siècle, Venise parvient en moyenne à produire 5 coques par mois. Et grâce au stockage en pièces détachées, elle garde perpétuellement une flotte en stockage prête à l'emploi. Tant et si bien qu'en 1570, il faut 50 jours à Venise pour armer et lancer sans galère. Une efficacité redoutable quand on sait que les Espagnols et leur empire ont mis 1 an à mettre à flot leurs 50 bateaux. En tout cas, cette organisation n'est pas sans rappeler l'âge industriel et le fordisme. On y retrouve aussi un début de lutte sociale puisque les ouvriers s'organisent en guildes pour défendre leurs intérêts. Conscient de leur importance, Venise sera tout oui et saura les récompenser. Notons tout de même que ce phénomène n'est pas purement militaire puisque l'arsenal permet aussi de produire les flottes marchandes, principale motivation de Venise à investir autant dans cette pré-usine. La ville a d'ailleurs innové dans le domaine financier puisqu'elle a mis en place l'inconto des galets du marché, un système d'enchères qui est plutôt l'ancêtre des sociétés par action. Toujours est-il qu'on comprend pourquoi la standardisation des pièces et du travail a avantagé Venise, une seule ville pouvant ainsi tenir tête à tout un empire. Au XIXe siècle, lors de la bataille de Rorschach, 139 Anglais sont attaqués par surprise par des milliers de Zoulous. Pourtant, les Anglais finiront par gagner en 12 heures avec seulement 17 morts et 14 blessés. L'explication de cette victoire est très simple. C'est l'emploi du fusil Martini Henry, qui permet une grande vitesse de rechargement et donc le maintien d'un feu continu. Until the order of fire is given. When the order of fire is given, as it's simply firing, it will fire those 3 shots in succession. Fire! Ils font face à des Zoulous qui sont restés à l'arme blanche ou qui avaient même récupéré quelques vieux fusils européens. Mais malgré le fait qu'ils possèdent ces fusils, qui leur permettront d'infliger des pertes à l'ennemi, les Zoulous n'avaient pas la formation requise pour l'emploi de ces fusils. Ce n'est donc pas l'arme ou la technologie en elle-même qui fait la supériorité militaire et technologique de l'Europe. C'est la totalité du mode de production dont elle est l'expression. Voilà comment il faut comprendre la victoire des Britanniques sur les Zoulous. Dans les 3 cas, que ce soit Salamine, Lépante ou Rorschach, on voit que la victoire de l'Europe sur les autres accomplit la victoire d'un mode de production plus avancé sur un mode de production plus archaïque. Le cas grec est particulièrement intéressant.
Parce qu'en plus de matérialiser une supériorité militaire, il exprime le génie exceptionnel de la civilisation grecque, ce qu'on a longtemps appelé le miracle grec. Nous sommes à l'apogée de la civilisation grecque, un moment unique dans l'histoire de l'humanité. La ville d'Athènes est alors le laboratoire des sciences balbutiantes, l'atelier des arts en plein épanouissement et la forge d'un modèle inédit de gouvernement, la démocratie. Un idéal de beauté s'y élabore. Cet idéal prend corps dans le marbre d'un monument destiné à devenir le symbole de la civilisation occidentale, le Parthénon. L'histoire de sa construction, la perfection de son architecture, la splendeur de ses sculptures sont légendaires. André Malraux l'a décrit comme le seul lieu au monde hanté à la fois par l'esprit et le courage. Dans tous les domaines de la vie sociale, la Grèce de l'âge classique s'est imposée comme le phare mondial de l'histoire humaine. Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer la civilisation grecque avec les autres civilisations de l'époque, en ce qui concerne la politique, la pensée, les rapports sociaux ou les œuvres artistiques. On a par exemple l'habitude de vanter les mérites des Égyptiens et de s'émerveiller devant les pyramides par exemple. Mais une pyramide, ce n'est rien qu'un immense et colossal tas de pierres disposées de façon symétrique. Rien de bien prodigieux, malgré toutes les mystifications qui résident autour de ces monuments qui demandent en réalité très peu d'ingéniosité, mais en revanche énormément de main-d'œuvre. Une quantité colossale de main-d'œuvre. De manière générale, les grandes œuvres d'art des sociétés despotiques sont architecturales. Elles renferment beaucoup de matière, mais très peu d'idées, très peu de formes. En Grèce antique, c'est tout l'inverse. Même dans le domaine de l'architecture, on observe une ingéniosité toute particulière, inégalée à l'époque. Le Parthénon, c'est une œuvre qui parle d'elle-même. Pour que les colonnes paraissent droites, elles ont été légèrement épaissies au tiers de leur hauteur. D'où cette courbure presque invisible à l'œil, appelée entasis. Entasis veut dire tension. C'est elle qui donne vie à la colonne d'un point de vue visuel. Elle rappelle l'athlète en plein effort, l'athlète qui soulève un haltère, la poitrine gonflée par l'effort. Et c'est pareil pour la colonne. C'est comme si elle soulevait l'énorme poids de la toiture. Ce n'est pas de la pierre morte, il y a de la vie en elle, une vie qui palpite en elle. Ces traits horizontaux représentent les tambours d'une colonne dont la hauteur est réduite au 1/16e. Parce qu'il leur était impossible de dessiner la courbe presque imperceptible de l'entasis à son échelle réelle, les Grecs avaient trouvé comme astuce de la dessiner à échelle réduite. Mais la largeur de la colonne, elle, n'était pas réduite. Donc, les lignes horizontales, 2 à 2, correspondaient bien aux rayons supérieurs et inférieurs d'un tambour de taille réelle. Ainsi, le marbrier n'avait plus qu'à reporter l'écartement de son compas, ligne après ligne, pour la fabrication de chacun des tambours à taille réelle. Cette ingéniosité fournissait ainsi une sorte de plan d'une simplicité extrême qui permettait au marbrier de Didyme de reproduire la courbe de l'entasis sur chaque tambour de colonne sans avoir besoin de faire le moindre calcul. À Didyme, le plan des architectes est encore visible, car le temple, détruit par un tremblement de terre, n'a pu être achevé. Au Parthénon, en revanche, ces lignes ont probablement été effacées des murs quand l'édifice fut achevé. Le Parthénon est victime de sa propre perfection. On a poli la surface du marbre à la fin des travaux, et c'est comme ça qu'a disparu ce qui, de toute évidence, constituait le plan même du temple. D'après les restaurateurs qui aujourd'hui travaillent sur le Parthénon, ces bâtisseurs auraient ainsi disposé de plans à échelle réduite qui leur permettaient de compenser les illusions liées à la perspective pour chaque élément architectural du temple. Le problème majeur, c'était ces subtilités architecturales, l'inclinaison, le léger renflement des colonnes. Mais une fois qu'on les avait définies, dès lors qu'on disposait de plans qui permettaient de savoir exactement où on allait, il n'y avait plus qu'à répéter l'opération sur toute la longueur de l'édifice. Ça pouvait donc aller très vite. Le XXe siècle avait oublié ce qui était une évidence au XIXe. Les monuments antiques, tout comme les cathédrales du Moyen-Âge,
était peint. Si la polychromie ne fait plus de doute, sa représentation au XIXe siècle était probablement excessive. Faut-il donc rendre au Parthénon ses couleurs? Et non seulement sur les frontons, mais également sur la frise décorative qui faisait le tour du parement extérieur des murs du temple. Cette frise, dite des Panathénées, faisait 160 mètres de long et se trouvait à plus de 11 mètres de hauteur. Composée de plus de 360 personnages sculptés en bas-relief, elle forme un des éléments les plus remarquables du Parthénon. C'est aussi en Grèce qu'on trouve les plus belles statues à cette époque. À la différence des statues égyptiennes toutes raides et statiques, on y trouve des statues dynamiques et réalistes, à la posture vraiment humaine. On voit tout de suite le haut développement technique qu'il y a derrière. Les statues grecques, contrairement aux autres, ne ressemblent pas à de la pierre qu'on aurait personnifiée, mais plutôt à des personnes qu'on aurait pétrifiées dans un instant donné. Et c'est ça qui les rend si expressives. Quelque chose qui peut paraître anodin mais qui ne l'est pas, à savoir le contrapposto, a été inventé en Grèce justement. Cette façon de représenter les figures humaines dans une posture qui souligne une beauté proprement humaine. Ce dynamisme de l'art grec répond au dynamisme de la société grecque. Dans une société immobile, l'art sera immobile. Dans une société dynamique, l'art est dynamique. Ces marbres légendaires du Parthénon, connus aujourd'hui comme les marbres d'Elgin, furent confiés au British Museum, où ils se trouvent encore. Continuant de faire l'objet de controverses entre la Grèce et l'Angleterre, ils restent l'emblème du raffinement artistique de la Grèce classique. Une phrase célèbre, une des plus célèbres de la littérature grecque, c'est celle de Thucydide, qui dit ex abrupto que la Grèce, un jour, ne sera plus le centre du monde, ce qui est déjà extraordinaire pour une civilisation brillante de considérer qu'elle est mortelle. Et il dit, lorsque on ira à Sparte, on verra une ville qui pourtant a bien été très puissante, mais il n'en reste rien, alors que ceux qui iront à Athènes, c'est-à-dire qui verront les ruines, parce que c'est déjà prévu, les ruines de l'Acropole, auront l'impression qu'elle a été 2 fois plus puissante qu'elle n'a été. Il en va de même en ce qui concerne les autres domaines de l'esprit. Et le plus connu en l'occurrence, c'est la philosophie. La philosophie est apparue en Grèce, et selon une formule bien connue, elle est la fille de la cité, de la polis. Et c'est parce qu'en Grèce existait la polis, issue d'une distribution relativement équilibrée des forces productives, comme on l'a dit plus tôt, que la pensée grecque a été si foisonnante et si ingénieuse. Les textes anciens rapportent qu'il avait fallu aux Athéniens moins de 9 ans pour construire le Parthénon. Comparé au temps passé à sa restauration, cette rapidité d'exécution semble aujourd'hui encore plus remarquable. Quand Manolis Korres et son équipe se sont lancés dans l'aventure, ils pensaient qu'avec toute la technologie moderne à leur disposition, le chantier ne prendrait pas plus d'une dizaine d'années. 30 ans plus tard, ce travail de titan est loin d'être achevé. Mais pourtant, malgré toute l'intelligence grecque, malgré le niveau élevé de liberté qui régnait au sein de cette société, les Grecs, tout comme les Romains d'ailleurs, n'ont jamais connu de bourgeoisie, et donc de capitalisme. Ce ne sera donc pas en Grèce que va naître la classe qui va révolutionner la société à l'échelle mondiale. La révolution industrielle va naître en Occident, alors même que Héron d'Alexandrie avait déjà inventé le principe de la machine à vapeur au 1er siècle. Preuve encore une fois que ce n'est pas la biologie ou la race, ni même le matériau en tant que tel, qui sont à l'origine du progrès, mais les conditions historiques et sociales dans lesquelles se produisent et se reproduisent les hommes. Les Grecs n'avaient pas besoin d'amorcer une révolution industrielle, parce qu'ils assuraient leur prospérité économique par l'esclavage. Il faudra donc attendre la bourgeoisie pour que l'histoire s'accélère véritablement dans sa marche inexorable. Mais la bourgeoisie, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt, qu'est-ce que ça a été? La bourgeoisie a été la classe révolutionnaire par excellence, la classe du progrès historique. Elle incarne à elle seule toute la supériorité économique et historique de l'Europe sur le reste du monde. Par le progrès et le bouleversement constant qu'elle fut sans cesse contrainte d'introduire dans les rapports de production,
C'est l'histoire elle-même que la bourgeoisie a constamment fait progresser et bouleverser de façon généralement d'ailleurs inconsciente. Et c'est par ce dynamisme que l'Europe, et notamment la France, a été en mesure de reconnaître pleinement, de façon institutionnelle et juridique, l'universalité de l'homme en tant qu'homme. C'est en cet endroit-là que sont nés le progrès du devenir historique accéléré et l'universalité. Et c'est donc logiquement en cet endroit-là qu'ont émergé les pensées qui correspondent à cette réalité, c'est-à-dire le progressisme et l'universalisme, des pensées qui vantent le progrès universel de la marchandisation. Alors bien sûr, l'universalisme des Lumières et le progressisme incarné aujourd'hui par la gauche a fait beaucoup de dégâts. On a fait abstraction des valeurs traditionnelles et des spécificités régionales ou nationales pour leur substituer une soumission universelle et indistincte à la société bourgeoise marchande. Mais c'est une abstraction qui se base sur une vérité bien concrète et bien réelle. L'histoire mondiale est une homogénéisation progressive de toute la diversité des rapports sociaux des peuples, une homogénéisation progressive de tous les modes de production et donc de toutes les connaissances humaines. Et cette homogénéisation implique nécessairement une universalité de l'espèce humaine qui se concrétise à travers les siècles. L'homogénéisation mondiale de l'humanité et sa conception française sous la forme de l'universalisme ont fait accélérer l'histoire et nous rapprochent plus vite de sa fin, car les autres pays ont par le même coup intégré les rapports de production européens. Aujourd'hui, tous les pays sont capitalistes, ce qui veut donc dire que tous les pays se trouvent dans le dernier mode de production historique qui se doit d'être aboli par sa propre logique interne et par l'émergence d'une révolution mondiale, et par l'avènement du dernier homme, l'homme émancipé. On voit donc toute la faiblesse du clivage gauche-droite et des contradictions qui s'y trouvent. La gauche progressiste et universaliste montre une contradiction fondamentale qui consiste d'un côté à renier ou déprécier l'histoire européenne par ce qu'on appelle l'oubli de l'histoire et la cancel culture, et de l'autre côté à faire accélérer et accomplir cette histoire qu'elle renie. Mais la droite n'est pas mieux. La droite fait l'inverse. Elle glorifie le passé européen et français sans comprendre que le propre de ce passé européen et français est de mener de façon accélérée à la révolution capitaliste des Lumières universalistes et progressistes. La droite glorifie une histoire dont elle n'assume pas les conséquences immanentes. La contradiction est donc présente à gauche comme à droite. Les uns adorent le passé mais renient son avenir nécessaire, et les autres adorent l'avenir mais renient le passé qui l'a rendu nécessaire. Mais par-delà ce faux clivage gauche-droite, progressiste réactionnaire, il existe un troisième courant de pensée qui a traversé l'histoire européenne également. C'est la pensée dialectique. La pensée dialectique, bien qu'elle soit évidemment présente dans chaque être humain, est un mode de pensée propre à la civilisation européenne et à aucune autre. Considérer l'histoire comme une totalité et comme une universalité. Montrer qu'aucune époque historique ne vaut mieux qu'une autre, mais exprime les conditions matérielles dans lesquelles elle émerge. Montrer que chaque époque historique contient toujours des contradictions internes qui l'amèneront nécessairement à un stade historique supérieur, et que donc aucun retour en arrière n'est possible, c'est l'Europe, le vieux continent, qui a été le seul à le démontrer, à travers la dialectique et le matérialisme historique. Hegel et Marx sont les penseurs qui cristallisent à eux seuls toute la spécificité, tout le dynamisme de la pensée propre à l'histoire européenne. Pour Hegel, l'histoire est un autodépassement immanent. Quand on appréhende l'histoire dans son ensemble, on est forcé de constater que les hommes posent eux-mêmes, par leur activité sociale, les conditions de leur propre devenir, et que non seulement l'histoire possède un sens rationnel, mais que ce sont les hommes qui lui donnent inconsciemment cette direction. L'histoire possède donc une continuité et un progrès ininterrompu, et derrière chaque déclin d'une civilisation se cache l'essor d'une autre civilisation, plus grande. Par exemple, quand on parle des invasions barbares, on ne voit comme effet que le déclin et la chute de l'Empire romain, alors que même si les barbares ont fait revenir Rome en arrière, Rome a également civilisé les barbares. Dans l'histoire des invasions barbares, il ne faut pas voir un retour en arrière, mais une homogénéisation du continent européen et donc une fuite en avant. Voilà ce qu'a été l'apport de la philosophie hegelienne dans la pensée occidentale. Quant à Karl Marx, il a repris cette méthode dialectique et eurocentrée. Tout d'abord, quand on lit le manifeste du Parti communiste, on constate que la première phrase est la suivante. Un spectre hante l'Europe. Remarquez bien qu'il ne dit pas
un spectre hante le monde. Il ne dit pas non plus qu'un spectre hante la Russie, la Chine ou la Corée du Nord ou Cuba, parce qu'il sait que l'histoire mondiale gravite autour de l'histoire européenne occidentale. Deuxième chose, tout aussi importante, Marx reprend la méthode dialectique de Hegel pour montrer que toute la morbidité de l'époque bourgeoise est contenue en germe dans l'histoire passée. La multiplication des systèmes démocratiques, par exemple, et l'oubli de l'histoire, ou le fier étalage de l'identité sexuelle, comme s'il s'agissait du centre de l'identité réelle, sont des réalités qu'il avait déjà perçues et critiquées à son époque. Il faut donc s'étonner que la droite et l'extrême droite, réactionnaires ou conservatrices, soient aujourd'hui hostiles à Marx, car il est sans doute celui qui a le plus vivement et surtout radicalement critiqué et analysé ces réalités qui sont aujourd'hui promues par l'extrême gauche et notamment ce qu'on appelle le wokisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrat vassalique féodal propre à la propriété foncière contient déjà en germe le contrat capitaliste propre à la propriété privée. Ça veut donc dire que les rapports sociaux basés sur la propriété foncière contiennent déjà en germe les nouveaux rapports sociaux basés sur la propriété privée capitaliste. Propriété qui, en se développant, a balayé ce qui la précédait pour instaurer la liberté individuelle, l'autonomisation du sujet, le libre arbitre et le contrat dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire que quand je me mets à échanger, quand je me mets à vendre, je ne vends pas simplement des produits. Je vends ma vie à travers le processus d'aliénation qui fait qu'au lieu de produire pour la jouissance de mon satisfaire, je rentre dans un marché qui, à partir du moment où il commence, ne peut pas s'arrêter. Si vous voulez, je mets un projecteur et je vous montre dans la communauté néolithique le premier mec qui a échangé une défense d'éléphant contre 2 sacs de noisettes. Pour vous, c'est banal, mais il y a déjà Wall Street là-dedans. Si vous avez une analyse historique et généalogique des profondeurs, Wall Street est dans le premier acte de troc de la communauté néolithique. Donc si demain, on recommence avec le mythe proudhonien ou le mythe de John Gray ou le mythe des fourriéristes, c'est-à-dire un argent non thésaurisable. C'est l'engrenage vers autre chose. C'est pour ça que dans l'Évangile, il y a quelque chose de très important que la catholicité officielle d'État a oublié. Le Christ ne dit pas « Vous ne pouvez avoir de maître, l'argent doit être serviteur et pas votre maître ». Il dit « Vous ne pouvez servir de serviteur et l'argent est toujours un maître ». Cette conception, on entend toujours le catho tradi qui vous dit « Mais non, il faut de l'argent. L'argent doit être notre serviteur et pas notre maître ». Bon, c'est une très belle rengaine lyrique, mais dans le cadre de ce qu'est le fétichisme de la marchandise, ça ne marche pas. Parce que dès qu'il y a un millimètre d'argent ou d'échange en mouvement, dans le troc le plus rudimentaire de la communauté néolithique, j'ai Wall Street en devenir. À tel point qu'aujourd'hui, quand on considère que les enfants sont libres de choisir leur nom, leur apparence ou leur sexe, on accomplit la logique de la propriété dans la mesure où ils sont propriétaires de leur corps. Une société basée sur le libre arbitre est consubstantielle à une société où Gaston peut décider de s'appeler Josiane du jour au lendemain. Tout ceci ne fait que révéler les premières activités bourgeoises du XIIe et XIIIe siècle européen. Le futur de l'histoire mondiale est contenu dans le passé de l'histoire mondiale. On a donc affaire à une Europe contradictoire, qui d'un côté se déteste et veut se rendre amnésique, en oubliant le passé qui a produit sa spécificité, et d'un autre côté, une Europe qui reste l'Europe, qui reste ce qu'elle est, à savoir le continent des révolutions et des subversions perpétuelles. L'alternative qui se propose aux Européens maintenant, et par là même au monde entier, est donc simple. Soit ils font la révolution, soit ils s'anéantissent et disparaissent définitivement. La lutte de classe radicale sera l'acte historique qui résoudra tous les autres. Parce que c'est aussi sur le terrain des luttes de classe que l'Europe présente une spécificité. Étant donné que l'Europe est la terre de la liberté bourgeoise qui donne naissance au capitalisme, à l'individualisme démocratique et à la dépravation générale des hommes, elle est également le seul continent capable de la critiquer le plus radicalement. Premièrement, par le simple fait qu'elle est la plus en avance, le prolétariat qui y vit peut faire preuve d'une plus grande exigence d'émancipation, là où les autres, qui demeurent à un stade d'émancipation encore inférieur, se contentent de mesures relatives, qui consistent à imiter ce qui existe déjà en Europe. On se bat par exemple pour l'institution d'un gouvernement démocratique, contre la corruption et le vieux despotisme que connaît encore le pouvoir, contre les formes de religiosité qui subsistent encore dans l'État,
Des revendications qui, en Europe, sont dépassées, voire inexistantes. Des revendications qui nous montrent que la contestation extra-européenne reste encore en deçà du potentiel hautement subversif et révolutionnaire qui existe en Europe. En fait, comme l'Europe occidentale est à la pointe du progrès social, les autres peuples s'en servent généralement comme modèle de référence pour améliorer et pour critiquer leur propre société. Tandis que l'Europe, puisqu'elle est déjà au plus haut niveau social de ce qui existe, ne peut avoir pour revendication qu'un monde qui n'existe pas encore. Il s'y trouve donc une histoire spécifique de la contestation. Il y a une réelle continuité entre les jacqueries réfractaires du monde paysan qui ont traversé tout le Moyen-Âge et Ancien Régime européen et les révoltes révolutionnaires du prolétariat moderne. Cette spécificité dans la révolte est nouée d'un lien inextricable avec l'histoire économique, politique et sociale de l'Europe. On ne peut donc pas prétendre aimer l'Europe ou la France sans aimer l'histoire de ces luttes de classe qui en constituent la matrice profonde. Quiconque déteste l'histoire d'Europe ne peut pas vouloir sérieusement que l'humanité s'émancipe, car l'émancipation du prolétariat mondial sera amorcée et catalysée par l'émancipation du prolétariat européen. De même qu'à l'inverse, quiconque prétend aimer l'histoire européenne ne peut pas haïr la lutte des classes et le mouvement communiste, qui sont respectivement sa substance et sa finalité ultime. C'est d'ailleurs pour cette raison que la majorité du pouvoir capitaliste mondial déteste la France, l'Europe aussi, et son histoire. Entre un peuple qui a inventé les grèves et les révolutions, et un peuple accoutumé à la prosternation, lequel est le plus contrôlable? Entre un peuple qui a pour valeur cardinale le courage, et un peuple qui vante la soumission et l'obéissance à l'excès, lequel sera préféré par le pouvoir capitaliste? Entre un peuple ayant connu des millénaires de liberté, et un peuple ayant connu des millénaires de séquestration dans le carcan familial, dans des obligations théocratiques, ou alors qui, tout simplement, n'a pas encore dépassé le stade du vieux tribalisme primitif, lequel sera préféré par le pouvoir? Voilà la question qui répond à toutes les questions sur le destin européen et sur la volonté hystérique et mondiale de le faire disparaître de la surface de la Terre.